C'est vrai que l'aventure militaire de mon mari, ça nous met tous dedans, quoi. Épouse, enfants, on participe tous à notre petit niveau. Pas à la réussite des opérations, bien sûr, mais à l'état d'esprit du militaire, à sa disponibilité à son travail. On a tous un petit rôle à jouer, quoi. Lui comme moi, comme les enfants, ça nous demande de puiser dans des ressources d'adaptation à chaque fois, parce qu'aucune mission n'est pareille que la précédente. C'est bête, mais si l'opération est au beau jour, c'est pas du tout la même chose que s'il part au moment de Noël. Une fois qu'on a digéré la date et qu'on se projette sur le calendrier, c'est très personnel, mais on met un mouchoir dessus. En fait, on essaie de plus trop y penser, on vit un peu au jour le jour en profitant au maximum jusqu'au jour du départ, quoi. Ouais, ça fait du bien de ne pas trop penser à l'absence tant qu'il est là, quoi. Le retour, il se prépare tout le temps de la mission. C'est-à-dire que auprès des enfants, en tout cas, il faut entretenir l'idée du papa qu'ils ont tout le temps. Il ne faut pas qu'il y ait une notion d'oubli, on n'y pense plus pendant 4 mois ou 5 mois. C'est pas possible, ça. Il faut qu'ils continuent de toujours y penser, de cultiver l'admiration pour leur papa, de garder leurs questions, toutes les questions qu'ils auront, de donner de l'intérêt à toutes les interrogations qu'ils peuvent avoir et tenter d'y répondre, ou alors de dire dès que papa revient, on lui demandera, etc. Enfin, maintenir un état d'esprit tourné vers le retour, en fait, pendant toute l'opération. Ça peut passer par des petites choses. Avec mon mari, souvent, on essaye d'anticiper un peu les coups de blues que pourraient avoir les enfants. Un long week-end où on va être tout seul, à peu près au milieu de l'OPEX. Ça, c'est sûr, on va avoir le blues à ce moment-là, il faut prévoir quelque chose. Donc, on anticipe, on prévoit des billets pour un spectacle, un petit cadeau à vivre en famille, caché dans la maison, qu'ils vont devoir trouver. Enfin, voilà, on met toute notre imagination de parents au service de nos enfants pour essayer de leur redonner un petit coup de booster, quoi. Au milieu de ces mois d'absence, ça maintient une sorte de petite présence un petit peu. C'est important pour lui, pour eux. Quand il y a des journées famille à l'unité, ils voient des enfants comme eux. Et ça, c'est un peu magique parce que même s'ils ne se connaissent pas, immédiatement, ils se comprennent quand on leur dit « Tu vois, là, c'est un tel, son papa est en mission avec papa. » On sent que pour eux, il y a quelque chose, ils se sentent à part des autres enfants à cause de cette profession. Et en même temps, ils en sont très fiers aussi. Enfin, depuis le départ, je mets l'accent sur le côté héroïque aussi du papa, qui est important en fait pour légitimer l'absence, parce qu'évidemment, s'il est juste absent et que l'enfant ne comprend pas vraiment pourquoi, forcément, tôt ou tard, la frustration, elle sera trop dure à vivre. Ce qui leur permet de tenir, c'est le courage de se dire que leur papa fait quelque chose d'utile, quelque chose de nécessaire, auquel il ne peut pas se soustraire. C'est important pour eux, pour le laisser partir et accepter qu'il ne soit pas là pour eux. Alors ça dépend des missions. On a eu des missions où il n'y avait pas de contact téléphonique, peut-être 1 ou 2 en 4 mois. Et jamais à des horaires où les enfants, à cause du décalage horaire, auraient pu assister au coup de fil. Il ne va rien raconter de sa vie. À part, il fait chaud, il fait froid. On a fêté l'anniversaire d'un ami. J'ai vu un crocodile aujourd'hui. Voilà, quelque chose d'un peu... Il raconte pas ce qu'il fait, quoi. Pas du tout. Et les enfants ont bien compris, donc ils posent pratiquement pas de questions. Et je pense que ça leur pèse un petit peu ça, de pas savoir, mais bon, c'est bien normal, quoi. Les dernières missions qu'on a eues, on a eu accès à des coups de fil en visio. Et quand ils grandissent, c'est super. Pour les tout petits, c'est dur, parce qu'ils comprennent pas bien pourquoi papa est dans une boîte et qu'on peut pas le prendre dans les bras, etc. Mais pour les grands, c'est super. Ils se projettent mieux. Il y a toutes les mimiques du visage. La complicité par le visage, c'est important. Je pense que le processus est le même, c'est juste très accéléré, quoi. N'est pas blasé, hein, c'est toujours dur, mais c'est vrai que d'avoir des enfants, ça aide à mieux vivre les départs, je pense, parce que ça nous oblige, d'une certaine façon, à rester raisonnable, à garder les pieds sur terre et
pas sombrer dans des idées noires. On est obligé de toute façon de maintenir le cap. J'ai un métier que j'ai décidé d'arrêter d'exercer pour être disponible pour les enfants et pour maintenir une stabilité affective à la maison. C'est un choix qu'on a fait à deux. Il m'est arrivé d'être contactée pour reprendre et c'est tentant et j'en ai envie quelquefois. Je me pose la question, je fais un peu les démarches et c'est arrivé en tout cas 2 fois sérieusement que je sois sur le point de reprendre un travail et que je me dise non en fait là on va avoir une mission dans 3 mois, je vais pas tenir le coup, ça va être difficile à vivre. C'est un sacrifice quand même de renoncer à une partie de sa carrière pour permettre à l'autre de s'épanouir dans son métier, mais aussi de répondre à un appel, c'est pour la France. Ça paraît être des motifs idéalistes, mais en vrai ça a du sens pour eux et donc pour nous aussi. Enfin, évidemment, je ne pourrais pas exercer le métier que mon mari exerce, mais je peux faire quelque chose pour lui permettre de faire ce métier-là. Et j'en suis fière, quand même. Mon mari était au Burkina Faso en mission. Et il a été appelé avec son groupe Action sur l'hôtel Splendide où il y a eu une grosse prise d'otage en 2016, pas très longtemps après les événements du Bataclan en France. Et évidemment, je l'ignorais puisque j'apprends les choses après, donc je ne savais pas du tout ce qu'il faisait et où il était. Mais il y a eu une fuite d'informations due à une erreur d'un coéquipier et la communication voilà, s'est faite avec son épouse et elle a su qu'il était sur cette mission. Et du coup, elle a averti toutes les autres femmes du groupe qui ont regardé la télévision, ont attendu fébrilement des informations qui ne sont pas venues. On n'avait aucune info, en fait. On savait qu'il y avait des échanges de tirs, on savait que nos maris étaient dedans, ou nos compagnons. Et on n'avait aucune idée du dénouement de l'affaire, parce que même les médias n'en savaient rien et n'ont rien relayé. Et en fait, tout de suite après, ils ont été redéployés sur un autre théâtre, si bien qu'on n'a pas eu de nouvelles du tout. Et aux informations, ils ne donnaient aucun bilan humain côté français, donc on ne savait pas. Ça a été un petit peu dur à vivre, et c'était en janvier, donc période des vœux. Et le patron de l'unité m'appelle, mon mari était le chef du groupe, me téléphone et pendant 1 minute ou 2 me demande comment je vais, comment vont les enfants, me présente ses vœux. J'ai pensé évidemment qu'il allait m'annoncer une mauvaise nouvelle, mais je me suis dit c'est bizarre qu'il le fasse par téléphone, il va peut-être me convoquer ou quelque chose comme ça. J'ai eu très peur, quoi. Et il a fini par me dire, voilà, je vous téléphone parce qu'on a su qu'il y avait eu une fuite d'informations par rapport à la dernière mission du groupe. Et je voulais vous donner des nouvelles et vous dire qu'en fait l'opération était un succès. Il n'y a pas du tout eu de blessés, c'est un miracle. Voilà, vos maris sont des héros. Et il m'a dit, est-ce que vous pourriez dire aux autres personnes du groupe ce que je viens de vous dire, parce que ça leur fera plaisir peut-être d'avoir des nouvelles, quoi. Tout ça, ça part d'un cafouillage d'informations qui n'aurait jamais dû se produire, mais qui montre un petit peu que, heureusement qu'on n'est pas au courant de ce qu'ils font en temps réel, parce que c'est très très lourd à porter de ne pas avoir d'informations, quoi. C'est quelque chose que j'intègre parfaitement puisque c'est soumis à un impératif qui est celui de la sécurité de mon mari, donc aussi indirectement de la mienne. Par ailleurs, quand je vois les réactions de certaines personnes quand je me contente de dire qu'il est militaire, puisque c'est ce que je dis, ça donne souvent lieu à des réactions particulières, à des questions tout à fait inadaptées. Et je me dis dans ces cas-là que c'est mieux de ne pas en dire plus, finalement. Ça confère une très grande indépendance à la femme d'équipier parce qu'elle doit être à même, du jour au lendemain, de piloter en fait l'intégralité du foyer. Il est susceptible de partir du jour au lendemain pour un exercice, pour une mission, pour une formation longue durée qui va l'éloigner du foyer. On doit assumer certaines choses comme une femme seule. Le fait le plus marquant que j'ai observé
que j'ai expérimenté durant ces dernières années, c'est surtout le total manque de visibilité à moyen et long terme. Acheter des billets de concert, poser des jours de congé, prévoir des vacances. C'est des choses qu'on ne peut pas faire, sauf à la dernière minute. Demandez-moi, comme n'importe quel membre de ma famille ou mon employeur, en avril on fait ci, où tu seras en août, qu'est-ce qu'on fait pour les vacances de la Toussaint? Je ne sais pas. Je ne sais pas puisque je n'ai pas de visibilité. Et ça, c'est quelque chose qui peut effectivement être assez handicapant dans le quotidien. On ne peut pas prévoir des choses à long terme. Le recalage ne se fait jamais de la même façon déjà, donc il n'y a pas de règle, il n'y a pas de schéma. Parfois je retrouve mon mari affaibli, très maigre, marqué. Parfois il peut revenir en parfaite condition physique, très en forme et avoir finalement une accoutumance assez rapide au train de vie du foyer. Ce recalage se fait à son rythme à lui. Il faut rien prévoir pour son retour. Je me suis fait piéger à la première mission. J'avais prévu tout un tas de choses, un menu à chaque repas, des courses faramineuses, un voyage avec tout un tas d'activités hyper bien programmées, comme si on allait rattraper le temps perdu ensemble à son retour. Eh ben non, il ne faut pas faire ça, ça a été une vraie erreur parce que ça ne s'est évidemment pas passé comme lui l'aurait souhaité et je pense que le recalage a été justement compliqué. Il faut à ce moment-là être au contraire très à l'écoute de ce dont il a besoin, envie. Règle numéro 1, c'est ne pas trop être impatiente de retrouver le rythme d'avant parce que parfois ça prend quelques jours, parfois ça prend des mois pour qu'on revienne à une sorte de vie normale avec la personne qu'on a connue avant. J'ai une admiration sans faille pour son métier. C'est un métier qui est extrêmement exigeant, pas seulement physiquement, psychologiquement aussi, vraiment, qui leur demande beaucoup. Et moi, ce qui m'épate vraiment, c'est les multicompétences en fait de mon mari. C'est qu'il a 10 métiers quasiment. Il est capable de faire beaucoup de choses. Ces compétences qui sont par ailleurs souvent assez rares, qui sont nombreuses, qui sont très exigeantes, font que j'ai une admiration vraiment profonde et sincère pour son métier, ce qui explique aussi pourquoi j'adhère plus facilement aux contraintes de son métier. Et en revanche, l'autre versant de ça, c'est que je trouve que c'est un métier assez mal reconnu, probablement parce que je vois comment ça se passe à l'étranger. On a côtoyé des collègues qui font le même métier que mon mari à l'étranger, dans d'autres pays, et je vois le manque de considération assez net pour le métier de mon mari aujourd'hui dans ce pays. Dans son esprit, c'est quelque chose d'assez fun, le métier de mon mari. Elle pense qu'il fait du cheval, qu'il saute sur des trampolines. Donc pour l'instant, elle est toute petite, mais elle a déjà mesuré certains aspects de la difficulté, en tout cas de ce que c'est que de partager la vie d'un homme des forces spéciales. Et là, je pense sans difficulté parler au nom des autres épouses. La gestion de l'impact et des conséquences sur l'enfant est probablement l'aspect le plus délicat que je viens de découvrir. Ça demande... Voilà, beaucoup de tact, de parler avec les mots justes. Il ne faut pas mentir, mais il faut en même temps qu'elle soit prête à affronter cette vie-là avec moi, désormais. Donc c'est quelque chose d'assez difficile. Il y a encore certaines missions où j'ai quasiment aucun échange avec mon mari, ou très très peu. Dans tous les cas, c'est lui qui me contacte et dans tous les cas, c'est lui qui me dit comment ça va se passer. En amont, il me prépare. Il me dit, voilà, là, pendant ces prochains mois, tu auras peu de nouvelles ou je vais pouvoir te contacter assez vite. Je suis maintenant, je pense, complètement familiarisée avec la SECOM, la sécurité de la communication. Je sais comment protéger nos communications quand on échange, ce qu'on peut se dire, quelles questions on peut poser, quelles questions on ne peut pas poser. Voilà. Pour les rares fois où on peut s'appeler, par exemple, on ne parle pas des villes, on ne parle pas des noms, on ne parle pas de ce genre de choses. C'était une mission que j'avais compris que ça allait être une mission très difficile, avec très peu de communication. Il faut savoir que dans ces cas-là, et là je pense que pareil, toutes les femmes vont se reconnaître, on vit greffé à son téléphone.
On ne part pas aux toilettes sans son téléphone, on se douche avec le téléphone en visuel. Le téléphone n'est jamais, même en mode vibreur, jamais. On répond à tous les coups de fil, quels qu'ils soient, surtout si on ne connaît pas le numéro de téléphone. Donc je vous laisse imaginer les démarcheurs téléphoniques que j'ai pu avoir pendant cette période. Je répondais à tout le monde en espérant que... Au bout de 3 mois, c'était le réveillon du 24 décembre. Je pose mon téléphone sur mon assiette face à moi, l'assiette vide. Et à un moment, on m'offre un cadeau, alors je m'éloigne 15 secondes. Pourquoi? Comment? Je ne sais pas. Je n'ai pas entendu la sonnerie de mon téléphone. Il y avait du bruit, de la musique, bon. Et en fait, je suis arrivée au moment où l'appel s'est terminé et j'ai compris que c'était lui. J'ai compris que c'était lui et je me suis littéralement effondrée parce que ça faisait vraiment, vraiment un moment que j'attendais d'avoir de ses nouvelles, que j'espérais entendre sa voix. Et ça a été peut-être un des moments les plus difficiles à ce moment-là. En plus, le contexte, le Noël, c'est normalement un moment qu'on partage à deux. J'ai appris, parce que lorsque mon mari est rentré, je lui ai partagé ce moment, évidemment, je lui ai raconté. Il m'a dit que pour lui, ça avait été terrible, et peut-être que ça a été encore plus terrible pour lui, parce qu'il a su, au moment où l'appel a échoué, il n'y a pas de deuxième essai dans ce moment-là, c'était un one-shot. Il a essayé, ça n'a pas marché. Et à ce moment-là, il a terriblement culpabilisé parce qu'il savait que j'étais en train de pleurer. Il savait que ma soirée du réveillon était pas gâchée, mais quasiment, quoi. Et il a terriblement mal vécu ce moment parce qu'il s'est dit que pour nous deux, ça avait été un très mauvais moment et qu'il me savait en train de pleurer à ce moment-là. On a lié depuis certaines années des liens indéfectibles. Même le terme amitié me semble parfois faible parce que c'est une famille. En vérité, c'est une deuxième famille. C'est des gens que l'on voit tout le temps dans nos week-ends. On passe des vacances ensemble. On est très proches. Les épouses, donc les femmes ou les compagnes sont devenues des sœurs. Quand il y a un de nos maris qui s'en va en mission... plus encore que d'habitude, on la soutient, on l'aide, mais c'est quelque chose de totalement naturel, c'est pas une organisation entre nous particulière, c'est naturel. C'est une autre vision de la famille qui est le soutien le plus précieux dont je bénéficie depuis toutes ces années. On est d'une certaine façon des combattantes aussi. D'ailleurs, on rigole entre nous de dire qu'on ne supporte plus d'entendre les gens nous dire « je ne sais pas comment vous faites, moi je ne pourrais pas ». Mais on le fait quand même, on y arrive, parfois on n'y arrive pas. Voilà. Il y a aussi des fois où le foyer éclate, où les couples se séparent, mais on a en nous cet esprit de battante, je pense, qui peut toucher n'importe quelle femme. On ne choisit pas forcément le métier de la personne qu'on aime. Donc on est toutes très différentes, on a toutes... des vies très différentes, mais ce que la vie nous impose parfois nous renforce évidemment et fait de nous, oui, des sœurs d'armes d'une certaine façon. J'aime bien l'image, moi. J'ai pas de compte anonyme sur les réseaux sociaux. J'ai mon identité sur les réseaux sociaux, donc depuis 15 ans, je peux pas le taguer sur une photo, je peux pas me mettre en photo avec lui sur les réseaux sociaux, je suis pas en couple avec quelqu'un sur les réseaux sociaux, quel qu'il soit. Et donc, pour les algorithmes, je suis une célibataire depuis 15 ans, une éternelle célibataire qui trouve pas son bonheur, visiblement, parce que je suis harcelée de propositions, de rencontrer des gens. J'ai une empreinte numérique d'éternelle célibataire et ça me fait toujours marrer. Non, pas vraiment. Loïc cloisonnait son métier, sa profession et la vie de famille. Avant de partir en Afghanistan, donc en 2006, j'ai senti par contre que c'était pas une mission comme les autres et qu'il pouvait ne pas revenir. D'ailleurs, il m'a sorti une phrase, enfin, j'oserais pas la sortir, mais il m'a fait comprendre que c'était une mission beaucoup plus périlleuse que les autres. Au niveau de ma famille, par exemple, sans voix. J'étais pas à la maison quand Loïc est décédé. J'étais chez mes beaux-parents.
Donc l'amiral est venu à la maison, il a trouvé porte close, donc l'amiral a contacté mes beaux-parents. Donc ce sont mes beaux-parents qui m'ont appris la nouvelle. Et donc j'ai contacté ma famille, et on était à 900 km les uns des autres. Ils ne voulaient pas y croire, moi non plus d'ailleurs. Très vite, mes amis, les amis de Loïc en fait, sont arrivés près de nous, moi et mes enfants. Donc on a été très vite entourés. Voilà. Et c'est dans tous les sens du terme, ça envoie en fait. Les gens n'avaient pas de mots en fait pour me consoler. C'est tellement traumatique, c'est tellement incompréhensible. Voilà, juste une présence. Ça suffisait, la présence physique. C'est mieux que des mots, finalement. Depuis la mort de Loïc, mes enfants et moi, on est toujours accueillis dans le commando de Trépel. Les camarades de Loïc qui étaient avec lui en Afghanistan sont restés quelques années à Trépel. Ensuite, bon, ils ont eu des mutations, donc ils sont partis de Trépel, mais on est toujours restés en lien. Donc, et le commando Trépel, nous sommes toujours les bienvenus, même si les personnes ont changé. Ils connaissent la vie du commando Loïc Lepage, ils savent que sa famille est à Lorient, et on est toujours contactés pour venir prendre un thé ou un café. Ils sont toujours là. Ça fait 16 ans que Loïc est décédé, et ça fait 16 ans que on fait partie de la vie de Trépel quelque part. Ils nous ont jamais quittés. Donc c'est une famille et les liens sont indéfectibles. Pour la reconstruction, on a plusieurs béquilles. Évidemment, il y a le commando de Trépel qui a été une des béquilles parce que ils ont été présents tout de suite et ils le sont toujours. La marine au sens large, donc l'amiral de la base des fusiliers marins et commando a toujours eu à cœur de prendre soin de ses veuves et de ses orphelins, donc apprendre de nos nouvelles, de savoir si on avait besoin de quelque chose. En fait, ils sont protecteurs. Trépel, la marine et l'état-major. Il y a d'autres béquilles également. Il y a la famille, très présente, la belle famille, très présente. Il y a aussi ce qu'on appelle la résilience. C'est une force intérieure qu'on doit essayer de trouver pour aller de l'avant. Donc une autre béquille, c'est les enfants. Les enfants sont un véritable moteur. Donc moi j'avais 2 bébés, et Alexis avait 26 mois et Éléonore 11 mois. Et on doit vivre pour nos enfants. La maman doit être joyeuse, elle doit jouer avec ses enfants, elle doit sourire pour ses enfants. Quand on sait que les enfants sont des véritables éponges émotionnelles, nous sommes leur miroir à nos enfants. Et donc en fait, quand on sait ça, je pouvais qu'aller de l'avant et tout faire pour que mes enfants soient le plus équilibrés possible. Il y a également une foi que j'ai depuis toujours, qui a grandi avec cette épreuve. Le fait de savoir que les copains de Loïc vous appellent pour savoir si tout va bien, ou vous êtes pour un déménagement, c'est un soutien sur le long terme, voilà, pour se reconstruire. On n'est pas tout seul. Les enfants n'ont jamais été tout seuls. Mon rôle, c'est de parler de leur papa. Qui il était dans le monde civil, mais qui il était dans le milieu militaire également. Et quand on allait à Trépel, ses copains, à Loïc, ses camarades, racontaient aux enfants, voilà, papa disait ça, voilà comment il était quand il était avec nous. Mes enfants peuvent s'imaginer leur papa, le concrétiser quelque part. Ça le rend quelque part vivant. Voilà, donc ils ont contribué également à l'équilibre de mes enfants. Alexis et Éléonore sont admiratifs de leur papa, mais ça reste mesuré. Parce qu'ils savent que leur papa était un être humain avant tout, donc c'était quelqu'un qui était faillible, qui avait des défauts comme tout le monde, c'était un être humain. Mais de par son dévouement, son abnégation, de ça par contre ils sont admiratifs. Si un jour mes enfants souhaitent rentrer dans l'armée, je pense à Alexis, si jamais un jour il souhaite être commando marine, je le soutiendrai. Voilà, si c'est son choix, en tous les cas, peu importe le choix qu'il puisse faire, mais si c'est dans l'armée, je les soutiendrai. C'est pas parce que leur papa est décédé commando marine au sein du COS que mes enfants, je dois leur interdire de rentrer dans l'armée. Bien au contraire, s'ils le souhaitent, je les encouragerai et je les soutiendrai jusqu'au bout.
J'explique aux enfants que malgré les épreuves que l'on peut avoir dans la vie, elles ne sont pas faites pour nous détruire. Elles nous construisent. Alors, je peux le dire parce que j'ai du recul face à l'épreuve que nous avons vécue. Et mes enfants ne sont pas des victimes. Ils ne sont pas malheureux. Ils aiment la vie. Ils ont un passé douloureux, bien sûr, parce qu'ils n'ont plus de papa. Mais malgré tout, ils se sont construits. Et je pense qu'ils sont plus forts que certains enfants parce qu'ils ont réussi à passer sur cette épreuve. On peut passer sur cette épreuve si on a été accompagné. Les enfants ont été accompagnés, donc famille, belle famille, la marine, je les ai accompagnés également. Et donc la leçon qu'on peut tirer de ça, c'est que on est sorti grandi de cette épreuve. Voilà, c'est ce que je retiens en fait de notre épreuve d'avoir perdu un mari et pour mes enfants un papa.